J'ai toujours été fasciné par la faune et la flore. J'adore explorer la nature et c'est pour cette raison que je me livre à des expériences extraordinaires. Il est beau, non? Je vais présenter un serpent à un groupe de singes. Je déterminerai à quel âge un enfant peut se reconnaître dans un miroir. C'était qui, ça? Il est parti le chercher. Et je tenterai de faire écouter de la musique classique à un ver de terre. Si j'ai choisi ces expériences, c'est parce que Charles Darwin les a réalisées avant moi. Darwin, le plus grand biologiste de tous les temps. Grâce à ces expériences, il a prouvé sa théorie de l'évolution, un des concepts les plus révolutionnaires de l'histoire des sciences. Certaines expériences sont ingénieuses, d'autres sont toutes simples. Allez, on va voir ce qui se passe. Mais il y en a aussi qui sont carrément bizarres. Le but de Darwin est de démontrer que la théorie de l'évolution s'applique aux humains et que par conséquent, nous descendons des primates. Voici Down House, la maison de Charles Darwin, située au cœur de la région du Kent. J'ai visité les jardins où il passait son temps à jardiner dans la serre. Mais Darwin n'était pas un jardinier comme les autres. Il avait transformé sa demeure et ses terres en un laboratoire vivant destiné à prouver que la nature tout entière avait évolué depuis un stade plus primitif. J'ai l'intention de reconstituer le travail d'enquête passionnant et ambitieux qui a mis Darwin au centre d'une controverse explosive qui n'est pas encore résolue aujourd'hui. En 1859, Darwin publie cet ouvrage intitulé « De l'origine des espèces ». D'emblée, les lecteurs en comprennent les implications. Les humains, eux aussi, ont évolué. Nous ne sommes que des primates. Pour le citoyen lambda de l'ère victorienne, qui pense avoir été créé à l'image de Dieu, c'est une pensée très dérangeante. Les dessinateurs se moquent de Darwin et caricaturent ses théories, mais Darwin persiste et utilise l'observation, l'expérience et la déduction pour étayer son discours. Il ne dispose pas des techniques d'analyse d'ADN de la génétique moderne. Alors il va recourir à des méthodes ingénieuses pour prouver que les animaux sont doués de qualités dont on pensait jusque-là qu'elles caractérisaient les humains. Il me semble que ces expériences sur l'évolution humaine sont les plus brillantes, les plus originales. Elles l'ont amené vers des domaines tels que la psychologie enfantine ou l'expression des émotions et font de lui un visionnaire très en avance sur son temps. Notre première expérience darwinienne est un test de l'intelligence animale. J'ai préparé tout le matériel nécessaire. J'ai tout ce qu'il me faut pour cette expérience. Du sein-doux, un appareil de vision nocturne, mon cahier. J'ai rendez-vous à Down House avec le biologiste Kevin Butt. Il va m'aider à trouver des sujets volontaires pour l'expérience de Darwin. Des vers de terre. Je dois avouer que le lombric n'est pas la première espèce à laquelle j'aurais pensé pour tester l'intelligence animale. Tout se passe bien, Kevin? Salut Jim. Tu vas bien? Pas mal, merci. T'en as trouvé? J'ai pas grand-chose pour le moment. Il fait un peu chaud. Ouais, c'est trop sec pour eux. Mais j'ai quelques spécimens. On va donc tester l'intelligence des vers aujourd'hui? Tout à fait. Ça m'intrigue. On va pas leur faire du sudoku, si? On parle pas de ce genre d'intelligence. Pas tout à fait. C'est même complètement différent. Absolument. Il s'agit de les tester sur une histoire de feuilles. Exact. Et ça, c'est bizarre. Un appareil de vision nocturne? C'est du bon matos. Nous cherchons le plus grand ver de terre de Grande-Bretagne, le lombric, qui peut atteindre 25 cm de longueur. Il ressemble à un simple tuyau qui aspire de la terre d'un côté et l'évacue de l'autre. Pourtant, selon Darwin, même ces créatures élémentaires descendent d'une source unique et partagent donc des caractéristiques avec toutes les autres espèces. Dans le cas du lombric, il cherchait à prouver que celui-ci avait une certaine forme d'intelligence, quel qu'en soit le degré. Donc, pour confirmer cette hypothèse, à l'instar de Darwin, Kevin et moi allons vérifier les talons de constructeur du lombric.
Alors, je crois que nous allons trouver quelque chose à observer par ici. Tiens, juste là. Regarde. Je vois rien. Ça n'a l'air de rien au premier coup d'œil, mais cet amas ici... Tu te moques de moi? Ça, là? Ouais. Tu vois cette brindille? Elle a été apportée par un lombric. De même que ces petites choses ici et là, transportées par des vers. C'est comme un petit campement ou quelque chose? Tout à fait. C'est un édifice assez incroyable pour un animal qui n'a ni bras, ni jambes, ni tête. C'est sûr. Il fait ça avec sa bouche. Dingue. Je sais que c'est une construction remarquable, mais on va devoir la détruire au nom de la science. Ce malheureux ver de terre va devoir reconstruire sa maison. Les lombrics utilisent souvent des feuilles pour boucher les issues de leur galerie. Donc, ils attrapent une feuille et la descendent dans la galerie, un peu comme ça. À peu près. Mais ce qui nous intéresse, c'est par où ils se saisissent de la feuille. Peut-être qu'ils l'attrapent par la tige, ce serait plus simple de la déplacer comme ça. Selon Darwin, si un ver de terre est capable de distinguer les deux extrémités d'une feuille, cela indique qu'il possède une certaine forme d'intelligence. Alors, on a nos feuilles dans cette boîte. Pour vérifier cette théorie, il a utilisé des triangles en papier. Nous ferons de même. L'idée étant que s'il doit tirer la feuille dans sa galerie, ce sera plus simple s'il l'attrape par l'extrémité pointue, c'est ça? C'est bien ça. S'il doit descendre la feuille dans sa galerie, ce sera plus facile s'il attrape l'extrémité pointue que l'autre. C'est ce que Darwin cherchait à vérifier. C'est là que ça devient bizarre. Le saindoux. Il va falloir enduire les feuilles de saindoux. Pas pour attirer les vers, ils aiment pas ça. Non, le saindoux servira simplement à protéger nos feuilles, ou plutôt les feuilles de papier qui font office de feuilles. Les protéger de l'humidité. Exactement. Super. Nous voilà sur les traces de Darwin, en train de graisser des petits triangles en papier et de les disposer autour des petits trous. C'est génial. Mais ce que cette expérience démontre avant tout, ce sont ses talents scientifiques. La manière dont il a réfléchi au problème, a été capable de formuler une question et d'élaborer une hypothèse. Il avait une intuition de ce qui allait se passer, et il l'a mise à l'épreuve exactement comme nous nous apprêtons à le faire. Je n'aurais jamais imaginé faire une chose pareille un jour, mais Kevin et moi venons de disposer 70 triangles de papier autour des galeries. Maintenant, nous devons patienter. Entre-temps, nous allons chercher à savoir de quelles autres capacités les vers sont dotés. Darwin mettait toute sa famille à contribution, alors je suis venu avec des renforts, une bassoniste et des enfants venus d'une école voisine. Nous leur demanderons de faire différents bruits afin de vérifier si les vers sont dotés de sens comme l'ouïe par exemple. Si le ver peut percevoir les sons, il ira se réfugier sous terre. Non, rien. Alors, si vous voulez bien aller vous installer près du piano. Donc, les vers sont sourds. Exact. C'est ce que Darwin soupçonnait, et il l'a démontré de la même façon. Ça paraît fou, mais Darwin a entraîné toute sa famille dans ses expériences. Il était chez lui au piano, ses enfants et sa femme participaient. Ça en dit long sur l'homme qu'il était. Il était déterminé à trouver des réponses. Donc, il ne s'est rien passé, mais c'est tout de même un résultat. Positif ou négatif, c'est toujours un résultat. Mais Darwin ne s'arrête pas là. S'ils n'entendent rien, sont-ils capables de ressentir les vibrations? Il se passe quelque chose, mais c'est pas flagrant. Que cherche-t-on? S'il ressent les vibrations, que va faire le ver? Le ver va retourner dans sa galerie, précipitamment. Là, il y a du mouvement. Par rapport à ses réactions face aux cris et aux sifflements, il est bien plus actif. L'expérience de Darwin montre que si les vers n'entendent pas les sons, ils peuvent ressentir les vibrations du piano. C'est la nuit que le lombric est le plus actif. Il est donc temps pour Kevin et moi de nous aventurer dans la nuit au plus profond de la forêt, où nous avons semé nos triangles de papier. T'as mis ton infrarouge? Bien sûr. Moi aussi. Darwin n'avait pas ce genre d'équipement, me semble-t-il. Certainement pas. Ça nous donne un gros avantage sur lui. Bien, allons voir ce qu'ils font.
Waouh, c'est trop bizarre. Darwin travaillait à la lumière de la bougie. Sa patience était sans limite. Il a attendu et observé les vers pendant des heures et des heures, soir après soir. Voyons si nous pouvons surprendre ces timides créatures en pleine action. Elles n'ont pas été touchées. On dirait, en effet. Qu'est-ce que t'en penses? Il est trop tôt? Soit les vers ne sont pas actifs du tout, soit il faut attendre un peu plus longtemps. Kevin et moi n'avons pas la patience de Darwin. Nous avons abandonné au bout de quelques heures et laissé les lombrics travailler. Le lendemain, Kevin et moi revenons pour observer le résultat de notre expérience. Nous voulons voir par quelle extrémité les vers ont tiré nos feuilles artificielles. Allez Kevin, jette-toi un œil sur celui-ci. Espérons qu'on trouvera quelque chose de plus concluant. Attends, c'est quoi ça? En voilà un. Sans aucun doute. La feuille a été tirée dans la galerie. C'est certain. Ouais, regarde. Encore un. Celui-là, il est tout au fond du trou. Il y en a deux même. Ouais, on dirait bien. Une par le bout pointu, l'autre par l'arrière. Deux ont été tirés par l'extrémité pointue et une par l'arrière. Ils ont choisi l'option la plus facile lorsqu'ils ont tiré par le bout pointu. Darwin et la détermination dont il a fait preuve à travers ses expérimentations ne cessera de m'impressionner. Il répétera son expérience sur les vers chaque nuit pendant 15 jours. Bien sûr, notre expérience a été conduite à une échelle bien plus modeste. Mais selon Kevin, nos résultats sont comparables. Darwin a constaté que les 2/3 des vers tirent les feuilles par l'extrémité pointue. Enthousiasmé par ce résultat, il affirme que cela signifie que les vers sont capables de distinguer les deux extrémités différentes. Il écrit: « Un niveau certain d'intelligence est démontré dans cette entreprise, et ce résultat m'a surpris plus que nulle autre chose en ce qui concerne les vers. » C'était une expérience magnifique. Darwin savait que les animaux évolués, y compris les humains, étaient doués d'intelligence. Mais ici, il a prouvé que de simples vers de terre possèdent eux aussi une forme d'intelligence. C'est là-dessus que Darwin s'appuie pour montrer que l'intelligence a forcément évolué. De petits bouts de papier, de simples vers de terre, mais de grandes idées. Darwin réalise que si même les vers sont capables d'une certaine forme d'intelligence, des animaux plus complexes doivent aussi avoir des caractéristiques communes avec les humains. Darwin quittait rarement Downhouse, mais il aimait aussi visiter le zoo de Londres qui venait d'ouvrir. Enfant, je venais moi aussi très souvent ici pour voir les animaux. C'était une de mes sorties préférées. Bien sûr, lorsqu'il venait au zoo, Darwin ne se contentait pas d'admirer les girafes. Il venait réfléchir sur l'évolution. Il doit prouver que certaines qualités qui semblent distinguer l'homme des autres espèces, comme par exemple l'intelligence émotionnelle ou la conscience de soi, existent aussi dans le règne animal. Pour le confirmer scientifiquement, il décide d'étudier nos plus proches cousins, les singes et les primates. À l'époque, le zoo accueille une célébrité, une femelle orang-outan du nom de Jenny. Darwin vient régulièrement l'observer. Avant elle, il n'avait jamais vu de singe. Elle a fait si forte impression sur lui qu'il la mentionne dans son carnet. Que l'homme rende visite à l'orang-outan, qu'il constate son intelligence. L'homme, dans son arrogance, se considère comme un chef-d'œuvre. Il serait plus avisé qu'il accepte d'avoir été créé à partir d'autres animaux. Une autre espèce récemment découverte est également représentée au zoo. Il s'agit du gorille. Dans l'imaginaire collectif de l'époque victorienne, le gorille représente la nature sauvage et indomptée. À cette époque, on considère que l'homme est totalement distinct des animaux, que l'humanité est une création divine. Par conséquent, les humains ont une âme à la différence des animaux.
Mais Darwin préfère s'intéresser aux ressemblances entre les humains et les animaux. Et il aime à observer le comportement des primates à la recherche de manifestations d'émotion et d'intelligence. Daniel Simmons, gardien au zoo, a passé 3 ans aux côtés de Bobby, un gorille mâle du zoo de Londres. Lorsqu'on regarde ces animaux, on a l'impression de les comprendre. Oui, beaucoup de gens disent ça. Moi-même qui suis gardien de zoo, j'ai travaillé avec d'autres animaux, des mammifères, des hippopotames, des chameaux, etc. Et ils ne montrent pas autant d'émotions ou de personnalité que les gorilles. Lorsque j'arrive le matin, je sais dès les 15 ou 30 premières secondes s'il s'est levé du pied gauche ou du pied droit. C'est un peu comme pour ma copine. À sa façon de me regarder, à son langage corporel, je sais que ça ne va pas et je me dis « Oula, j'ai encore merdé ». La chose la plus intéressante que j'ai pu vivre avec Bobby, depuis que je suis ici, m'est arrivée un jour où j'étais contrarié. C'était rien de grave, une affaire personnelle, mais j'étais contrarié. Et ce jour-là, le seul être vivant que j'ai croisé et qui ait compris que ça n'allait pas, c'était Bobby. Dès qu'il m'a vu, il a tendu la main et tout doucement, il m'a fait une caresse sur le bras. Il a vu en moi quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu percevoir. Il est très facile de se sentir proche de Bobby et d'autres primates. Il n'est pas surprenant que Darwin ait imaginé une autre expérience pour démontrer que les primates et les singes ont un point commun avec les humains. Cette expérience explore la curiosité et cette irrépressible pulsion qui permet aux humains de surmonter leurs peurs et leurs instincts les plus profonds. Dans ce sac, nous avons un serpent. En effet. De quelle espèce? C'est une couleuvre faux corail. Très bien. Aujourd'hui, je vais reconstituer une expérience de Darwin avec l'aide de Rona Brown, une soigneuse animalière. Elle a travaillé avec des singes pendant une quinzaine d'années et sera chargée de veiller à la sécurité de tous les animaux impliqués dans l'expérience, y compris la mienne. Vous avez envie de... Mettre ma main dans le sac? Allez-y, allez le chercher et soyez positif en l'attrapant. Il est magnifique. Adorable. Regardez-le. Les motifs sont splendides. Il est merveilleux. Regardez, il sort sa langue. C'est pour sentir l'air. Les rayures dans la nature, c'est généralement un avertissement. Tout à fait. En l'occurrence, celui-ci imite le serpent corail. Il cherche à éloigner les prédateurs en faisant semblant d'être venimeux. On a coutume de dire « rouge sur noir, pas d'histoire Édouard. Rouge sur jaune, rendez-vous au cimetière Bébert. » Je vois. Donc, heureusement pour moi, le serpent est inoffensif. Mais comment les singes vont-ils réagir à la vue de ce reptile en apparence si redoutable? Les singes craignent les serpents, mais Darwin cherche à déterminer si leur curiosité sera plus forte que leur peur. Il est temps de commencer l'expérience. Ces boîtes sont fabriquées pour l'occasion et nous permettent de voir le serpent et de filmer les réactions des singes. Le décor est en place, reste à faire entrer les singes. La petite femelle descend la première. Oui, elle y va directement. Les femelles les plus âgées la laissent passer. Comme ça, s'il y a un danger, c'est elle qui prend. Elle va ouvrir la boîte. Ça lui a pas plu de voir un serpent sortir de la boîte. Oui, c'est vrai. On n'a qu'à le laisser sortir. On verra ce qui se passe, comment ils réagissent. C'est intéressant, ils ont grimpé. Ils vont le plus haut possible. C'est génial. En apercevant le serpent, les singes ont une réaction de crainte, comme ils l'auraient eu dans la nature. Ils se collent les uns aux autres, ils observent. Ils se cramponnent les uns aux autres pour se réconforter. Ça les rassure. Oui. C'est justement ce qui intrigue à Darwin, la curiosité des singes, le fait qu'ils se rassemblent autour de l'élément nouveau. Ils sont curieux, comme nous le sommes. Tout à fait. Regardez comme ils ont l'air curieux, comme nous. Maintenant, on remet le serpent dans sa boîte.
Ils arrivent. Le deuxième singe a bien vu le premier singe s'enfuir, mais il est toujours aussi curieux. Il est parti direct. Ça lui a pas plu. Les autres, en voyant sa réaction, envisagent de ne pas descendre. Je crois, oui. Elle va peut-être revenir. Et voilà que le premier singe revient ouvrir la boîte. Bientôt, la curiosité poussera tous les singes à venir jeter un œil. Le comportement que nous avons pu observer se rapproche en tout point des conclusions de Darwin. Voilà ce qu'il écrit. Leur curiosité était si grande qu'ils n'ont pu s'empêcher de se faire peur, d'une façon très humaine, en soulevant le couvercle de la boîte où se trouvaient les serpents. Darwin est ravi. Pour lui, l'envie irrépressible des singes d'explorer le monde qui les entoure prouve indubitablement qu'ils ont une curiosité proche de celle qu'on trouve chez les humains. J'irais même jusqu'à dire que dans un cas pareil, leur curiosité surpasse la nôtre. Progressivement, d'année en année, Darwin vient étayer sa théorie de l'évolution des humains en établissant des parallèles entre les comportements des humains et des animaux. À la recherche de preuves tangibles, Darwin décide d'étudier le développement de ses propres enfants. Pour ma part, je n'ai pas d'enfant. C'est pour cela que je suis venu ici à Callander, en Écosse. Je vais rencontrer des groupes d'enfants et des psychologues de l'enfance, Rohini Terry et Gwyneth Snedden. Ils ont suivi les progrès de ce nouveau-né. La fille de Rohini, Phoebe, âgée de 8 semaines. Donc, vous avez documenté le développement de Phoebe un peu comme Darwin l'a fait avec ses enfants. Tout à fait. Nous avons commencé à la filmer environ 1 heure après sa naissance. On a des images du réflexe de préhension, ainsi que toute une série d'autres réflexes, comme le réflexe de succion, qui, bien évidemment, est toujours important pour la survie. Si un bébé ne sait pas téter, c'est un problème. Il y a aussi le réflexe de Babinski, qui provoque le fléchissement des orteils en cas de stimulation de la plante des pieds. Enfin, le réflexe de Moro, qui est un réflexe de défense qui a pu être déterminant pour la survie, mais qui ne l'est plus. Cette compréhension très moderne des réflexes archaïques du nouveau-né se base sur les recherches de Darwin. Phoebe, comme les autres enfants, est née avec un réflexe de préhension qui lui permet de s'agripper et supporter son propre poids. C'est un réflexe extrêmement puissant à la naissance qui diminue graduellement dans les premiers mois de la vie pour être remplacé par une préhension volontaire. Bientôt, Phoebe pourra décider d'attraper quelque chose, alors que pour l'instant, c'est involontaire. Elle subit les décisions de son propre corps dans la mesure où elle attrape tout ce qui passe à sa portée. Bientôt, l'agrippement deviendra volontaire. On verra arriver la préhension intentionnelle. Des recherches récentes montrent que ce réflexe est présent chez d'autres primates. On peut en déduire que ces réflexes constituent sans doute des réminiscences de nos lointains ancêtres, les primates. Tu vas me faire un sourire? Tu vas sourire? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, fais-moi un sourire. En étudiant ses enfants, Darwin s'aperçoit que les très jeunes enfants sourient souvent. À la naissance, tous les bébés savent sourire. C'est un réflexe. C'est seulement à partir de l'âge de 6 semaines que Phoebe a été capable de sourire pour signifier la reconnaissance ou le plaisir. Darwin aussi avait constaté le sourire des 6 semaines chez ses enfants et notez, il s'agit cette fois de véritables sourires indiquant le plaisir, car les yeux s'illuminent et les paupières se plissent légèrement. Allez, Phoebe, montre-nous ton sourire. Montre-nous. Darwin en conclut que le sourire réflexe des premières semaines contribue à la survie des bébés. En effet, il incite les parents à s'occuper d'eux, ce qui, bien entendu, est important pour le bébé. En observant ses enfants, Darwin fait une nouvelle découverte étonnante. C'est le premier scientifique à se demander quand les enfants acquièrent la conscience de soi. Nous allons reconstituer l'expérience de Darwin. Il nous faut un rouge à lèvres, un miroir et un enfant. Comment s'appelle ce beau bébé? Voici Alastair. Bonjour Alastair.
Pour notre version du test du miroir, Gwyneth nous amène Alastair, âgé de 13 mois, et lui met un peu de rouge à lèvres sur la joue. Nous le plaçons ensuite devant un miroir. De toute évidence, le petit Alastair voit l'image d'un bébé. Mais sait-il qu'il s'agit de sa propre image ou pense-t-il qu'il s'agit d'un autre enfant? C'est qui ça? C'est qui? Un autre petit garçon? C'était un autre bébé? C'était toi? C'était qui? Tu es parti le chercher? Il n'y a personne là-bas derrière. Alastair part à la recherche de son nouvel ami derrière le miroir. Et il ne touche pas la marque rouge sur sa joue car il pense qu'il s'agit d'un autre enfant. Il ne reconnaît pas l'image dans le miroir comme étant la sienne. Alors c'était toi ou un autre bébé? Ewan est le prochain à passer le test du rouge à lèvres. Quel âge a Ewan? Il a 2 ans. 2 ans. C'est quoi? C'est quoi sur ta joue? Tu peux l'enlever cette tache? Direct, il a mis le doigt dessus. Il l'a vu immédiatement. C'est bien toi? C'est pas un autre petit garçon? Tu t'es vu, pas vrai? Tu veux nettoyer ta joue? Ewan, qui a 2 ans, comprend que le reflet qu'il voit dans le miroir est le sien. Alors qu'Alastair, qui a un peu plus d'1 an, ne se reconnaît pas. Dans son expérience, Darwin n'utilise pas de rouge à lèvres. Au lieu de ça, il soulève son fils aîné William jusqu'au miroir à plusieurs reprises. Au début, William ne se reconnaît pas. Mais quelques mois plus tard, Darwin remarque qu'il aime se regarder dans le miroir et qu'il s'y reconnaît. Il avait parfaitement compris qu'il s'agissait de son image, car lorsque je faisais une grimace, tout en restant silencieux, il se retournait vers moi. Darwin est fasciné par la capacité des enfants à se reconnaître. Mais qu'en est-il des primates? Il pose une question profonde que personne n'avait posée avant lui. Les orang-outans et les gorilles sont-ils doués d'une compétence aussi typiquement humaine que la reconnaissance de soi? Cette fois, lorsque Darwin retourne au zoo de Londres, c'est avec son miroir. Il espère montrer que les primates sont capables de se reconnaître. Le gardien, David Simons, et moi voulons faire l'expérience sur Effie, une femelle gorille de 2 ans. On dirait que ça lui a pas plu. Il est possible que ma présence l'effraie. C'est pourquoi David veut procéder à l'expérience seul. Ouais, essaie sans moi, on verra ce que ça donne. On voit qu'elle commence à se regarder sous plusieurs angles, un peu comme une femme qui se maquillerait devant son miroir le matin et tournerait la tête pour se voir sous plusieurs angles. Évidemment, elle n'a pas de maquillage, mais clairement, elle se contemple. C'est exactement comme si elle regardait des parties d'elle-même qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Il est évident qu'elle se regarde. Ouais. Elle baisse et remonte le regard, du genre « Je ressemble à quoi ce matin ?» Oh, on verra bien. Si je m'approche de toi, ça va la perturber? Mets-toi à genoux près de moi et prends le miroir. Ouais, on va voir si elle cherche. Lorsque c'est moi, ça ne l'intéresse pas. Rapproche-toi encore un peu plus et place le miroir bien en face d'elle. Là, elle se regarde. Exactement comme les humains. Tous les animaux ne sont pas capables de ça. Ça demande un certain degré d'intelligence. Oui, pour comprendre. Si tu fais la même chose avec un chien, il va faire le tour pour venir chercher l'autre chien. Oui, il cherche le chien derrière le miroir. Ça prouve qu'ils ont complètement conscience d'eux-mêmes. Elle sait que c'est son propre reflet. Absolument. Elle s'imagine pas qu'elle voit un autre gorille, elle sait qu'elle se voit elle-même. Oui, ça c'est certain. Je peux t'assurer que si elle croyait que c'était un autre gorille, elle se jetterait sur la vitre. Sans aucun doute. Elle sait qu'elle se regarde. Darwin en a tiré exactement les mêmes conclusions. Il est très impressionné. Un singe comme Effie fait preuve d'une plus grande conscience d'elle-même qu'un enfant humain comme Alastair. Darwin comprend que leur capacité ne s'arrête pas à la conscience de soi. Il constate que de nombreux animaux ont des réactions émotionnelles. Les chiens grognent lorsqu'ils sont en colère et les chats donnent des marques d'affection.
Les émotions sont très difficiles à étudier, car elles s'expriment à l'intérieur de l'esprit des animaux. Il est difficile de savoir exactement ce qu'ils ressentent. Selon Darwin, le meilleur moyen de comprendre les émotions est d'enregistrer leur expression de façon systématique. Il va donc passer des heures entières au zoo de Londres. En observant les expressions des singes, il remarque à quel point elles ressemblent aux nôtres. Il écrit « Un chimpanzé, emporté par une violente passion, ressemblait curieusement à un enfant pris par le même emportement. Il a émis un cri très fort en ouvrant la bouche. Ses lèvres étaient retroussées, exposant les dents dans leur totalité. » Bridget Waller est une scientifique dont le travail sur les chimpanzés du zoo de Chester est venu confirmer ces observations. Lorsqu'il comparait les émotions humaines et animales, quelles étaient les intentions de Darwin? Qu'est-ce qu'il voulait prouver? Je crois que son objectif principal, dans le contexte de sa théorie globale de l'évolution, était de prouver que nous ne sommes pas si différents des animaux. Nous sommes nous-mêmes des animaux, et si nous sommes des animaux, alors nous partageons forcément certaines caractéristiques avec eux. À travers les émotions, il a voulu montrer que nous ne sommes en rien des êtres supérieurs, que nous ressemblons beaucoup aux singes et aux primates, et ce, pas seulement par notre anatomie et notre apparence physique, mais aussi en termes cognitifs, c'est-à-dire dans notre façon de penser et de ressentir le monde. Je pense que c'était son intention. Il rit et il bâille comme nous. Et lorsqu'il s'ennuie, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Lorsque je trouve quelque chose de drôle, je ris. Les chimpanzés rient-ils? Oui, ils rient tout à fait. Ils ont une expression faciale très proche de notre rire, avec une vocalisation similaire, utilisée dans le cadre de leur jeu. Mais il y a une exception que Darwin met soigneusement en avant. Les chimpanzés ne savent pas froncer les sourcils. Ils sont doués de toutes les autres expressions humaines. C'est par les expressions faciales qu'ils partagent leurs sentiments avec leurs congénères. Il est parti du postulat très osé que les muscles faciaux sont probablement les mêmes chez tous les singes, ou du moins qu'ils sont très proches chez les diverses espèces de primates. J'imagine que ça a fait du bruit à l'époque victorienne. Oui, ces conclusions ont été extrêmement controversées. On pensait en effet que les émotions étaient réservées aux humains, qu'elles nous distinguaient des animaux, qu'elles étaient un don divin. Les gens s'imaginaient que les muscles faciaux nous conféraient un moyen de communication raffiné et très précis, qui était forcément étranger aux animaux et aux chimpanzés. C'était une théorie très controversée. Darwin aura des arguments plus solides pour prouver que les humains descendent des primates, s'il peut montrer qu'ils sont dotés de muscles faciaux similaires aux nôtres. Mais avant d'y parvenir, il faut identifier les muscles impliqués dans les différentes expressions. Darwin se passionne pour les recherches d'un anatomiste français, le docteur Guillaume Duchesne. Un de ses patients est insensible à la douleur. Grâce à lui, Duchesne va pouvoir montrer comment les muscles sous-cutanés produisent des expressions faciales. Duchesne fixe des électrodes sur différentes parties du visage du malheureux patient. Ensuite, il envoie le courant électrique et photographie le résultat. Pour Darwin, les recherches de Duchesne montrent que l'expression des émotions n'est pas l'image d'une âme d'origine divine chez l'humain, mais simplement le reflet de notre anatomie. Je me porte volontaire pour reconstituer l'étrange expérience de Duchesne avec l'aide des plus grands experts en expression faciale du monde, le professeur Paul Ekman de l'Université de Californie et le professeur en physiologie à l'Université de Californie, John Stevens. Comment allez-vous? Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour Paul, prêt pour l'expérience? Absolument. Alors allons-y. Bien, alors je serai votre cobaye? Tout à fait. L'idée, c'est de produire différentes expressions sur mon visage, c'est ça? En fait, c'est nous qui allons provoquer les expressions de votre visage. Oui, détendez-vous. Oui, détendez-vous et penchez la tête en arrière. Vous ne le savez peut-être pas, mais si on retirait votre peau ici, on mettrait à jour toute une série de petits muscles, et ce sont eux qui donnent vie à votre visage. Bien, je vois. Donc, ce sont ces muscles qui me permettent de sourire, d'avoir l'air surpris ou contrarié, et d'avoir toutes les expressions dont sont capables un visage humain.
C'est exactement cela. Le patient de Duchenne était insensible à la douleur. Ce n'est pas mon cas, et j'avoue que je stresse un peu. Nous allons donc stimuler les muscles ici et ici. Et lorsqu'on fera ça, vous sourirez. Mais nous ne voulons pas que ce sourire soit volontaire. Laissez faire les électrodes. Tout d'abord, nous allons fixer l'électrode à votre bras. Ça me fait peur, l'électricité. Vous allez ressentir une sensation étrange, mais ça ne vous fera pas mal. Vous ne ressentirez aucune douleur. Si ça fait juste bizarre, alors ça va. Ce que je vais faire, c'est faire circuler un faible courant électrique à travers cette électrode, puis dans votre peau, pour activer le muscle sous-cutané. Donc, vous allez faire passer de l'électricité dans ma tête? Pas dans votre tête, sous votre peau. Seulement à travers vos muscles, pas dans votre cerveau. Non, pas dans le cerveau. Donc, je place une électrode ici. Ce qui va se passer ensuite, c'est que je vais progressivement augmenter le stimulus électrique. Détendez-vous. Vous sentez votre lèvre qui se soulève? Comme un robot? Au secours! Dans cette expérience, Darwin ne s'intéresse pas aux émotions elles-mêmes, mais à la contraction des muscles faciaux. Pour lui, ces muscles ont évolué pour permettre aux humains comme aux singes de communiquer. Je souriais pas, mais tout mon visage s'est animé. Ça nous montre donc que ces muscles sont impliqués dans le sourire. C'est ça? En effet, lorsque ce muscle se contracte, les traits de votre visage se soulèvent, ce qui provoque un sourire. Vous avez encore mal? Ça pique. La douleur est passée, c'est ce qui compte. Super. Je dirais que ça s'est plutôt bien passé, non? Grâce à cette expérience et à d'autres recherches, Darwin crée un schéma détaillant les expressions créées par chaque muscle. Darwin a tous les éléments en main pour comparer l'anatomie des muscles faciaux humains avec celle des singes. Il découvre que l'anatomie des singes ressemble beaucoup à celle des hommes. Les muscles qui nous font sourire, rire ou avoir l'air triste existent aussi chez les primates et servent à exprimer des expressions comparables. C'est un élément de plus permettant à Darwin de prouver que les humains et les primates sont cousins qui va aussi le mener vers un domaine sujet à controverse. En apparence, il existe différents types d'humains. Pour certains biologistes de l'époque, il existe un certain nombre de races qui permettent de diviser l'espèce humaine en 7 sous-espèces. Comme la plus grande partie de l'opinion publique à l'ère victorienne, ils pensent que les Européens forment la race supérieure, plus humaine que les Africains ou d'autres peuples rencontrés à travers l'Empire britannique. Mais la position de Darwin est différente. Il est convaincu qu'il n'existe aucune distinction d'ordre biologique entre les différentes races humaines. Darwin entreprend alors de prouver que tous les humains ont en commun les mêmes émotions et appartiennent donc à la même espèce, celle des Homo sapiens. Pour l'aider dans cette entreprise, il s'allie avec une toute nouvelle technologie, le monde presque magique de la photographie. Darwin collectionne des photographies illustrant un certain nombre d'émotions. Il fait ensuite quelque chose d'assez extraordinaire. Il montre ces photographies à différents types de personnes et envoie un questionnaire pour enregistrer leurs réactions aux 4 coins du monde. Il veut savoir comment différentes personnes de différentes races interprètent ces expressions. Et tout le monde est d'accord. La surprise, le mépris et la joie. Et très important, ils reconnaissent tous le froncement de sourcils, la seule expression dont les chimpanzés ne sont pas capables. Parce que nous partageons les mêmes émotions, Darwin en conclut que les différentes races du monde appartiennent à une seule et même espèce, ce qui a pu être confirmé plus tard grâce aux analyses ADN. Il a voulu prouver que l'humanité tout entière formait un tout. Il s'opposait en cela aux racialistes de son époque qui affirmaient que les Européens descendaient d'un ancêtre plus évolué que les Africains. Darwin réfutait cet argument. Si nous partageons les mêmes émotions, alors tous les êtres humains ont un ancêtre commun et unique. Son travail était farouchement antiraciste.
Mais quel est cet ancêtre commun à tous les hommes? Darwin a déjà montré que les animaux possédaient de nombreuses caractéristiques communes avec les hommes. L'intelligence chez les vers, la curiosité chez les singes, les émotions et la conscience de soi chez les primates. Lentement mais sûrement, Darwin était sa théorie selon laquelle tous les êtres humains descendraient d'un ancêtre du règne animal, plus précisément un primate. Mais Darwin a conscience que son argumentation a un point faible. Il n'apporte pas de preuves matérielles. De son temps, aucun débris fossilisé n'avait encore été découvert. Mais ça n'a pas découragé Darwin. Il était si sûr de lui qu'il avait même prédit que nous découvririons des ossements fossilisés de nos ancêtres. « 150 ans plus tard, nous avons la preuve qu'il avait raison. Je me trouve sur un site de fouilles qui aurait sans doute fasciné Darwin. Sur la côte du Norfolk, une équipe de paléontologues cherche des restes humains datant d'il y a plus de 700 000 ans. C'est un site important parce qu'il est particulièrement ancien. Les humains qui vivaient ici étaient les premiers habitants connus de la Grande-Bretagne. Le professeur Chris Stringer du Muséum d'Histoire Naturelle travaille sur ce site. Bonjour Chris. Bonjour. Ravi de vous rencontrer, ça va? Bien, merci. Bienvenue. Dites-moi, vous avez creusé un sacré trou? On peut dire ça. Nous travaillons ici depuis bientôt 2 ans et nous pensons que ces sédiments ont 700 000 ans. Incroyable! C'est un site de fouilles étonnant. En quoi peut-il être mis en relation avec le travail de Darwin? Eh bien, comme vous le savez, il avait suivi les débats sur l'âge de la Terre. Et la plupart des scientifiques se sont finalement accordés à dire que la Terre existait depuis très longtemps. Restait à déterminer l'ancienneté de l'humanité. Là aussi, les discussions sont allées bon train, mais aux alentours de, disons, 1860, il était clair que des outils de pierre indiquaient que l'Europe était peuplée d'humains et d'espèces animales disparues depuis très longtemps aussi. Et c'est justement des outils de pierre de ce type que nous trouvons ici, dans ces sédiments. Depuis l'époque de Darwin, de nombreuses découvertes scientifiques sont venues étayer ces thèses sur l'évolution de l'homme. On a retrouvé plusieurs déchaînons manquants pour expliquer les étapes de cette évolution, même si certains manquent encore à l'appel. C'est un tamis, ça? Tout à fait. Les sédiments les plus fins passent à travers les mailles, et c'est ce qui reste qui nous intéresse. C'est un peu comme chercher de l'or, finalement. Un peu. Ça ressemble beaucoup à un tas de cailloux. J'espère bien qu'on n'a pas que des cailloux. On va examiner tout ça et voir ce qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on cherche, en principe? En théorie, on peut s'attendre à trouver tout un tas de choses ici. Des petits os, des dents, des restes de musaraignes ou de campagnols, de petites bestioles qui vivaient ici. Parfois, des restes d'oiseaux, de poissons, ou même un outil en pierre. Il y a des éclats de silex, mais on dirait qu'ils sont naturels, qu'ils sont le produit de leur mouvement dans l'eau. Ça pourrait être une pointe de lance. Tout à fait. On trouve aussi des silex façonnés par la main de l'homme. Leur forme est en général facilement reconnaissable. Lorsqu'un homme fait s'entrechoquer 2 silex, ça donne des éclats aux formes tout à fait caractéristiques. Certains des objets retrouvés ici portent le signe de la présence de l'homme? Tout à fait. Et ces objets sont extrêmement anciens. Des fouilles comme celle-ci apportent aux scientifiques modernes des preuves tangibles de l'évolution humaine. Les prévisions de Darwin n'en demeurent pas moins visionnaires et très anticonformistes. Comme selon lui, nos plus proches cousins, les chimpanzés et les gorilles, évoluent en Afrique, les premiers humains ont dû eux aussi vivre en Afrique. Il écrit « Il est somme toute plus probable que nos premiers ancêtres aient vécu sur le continent africain plutôt qu'ailleurs. » Encore une fois, Darwin avait vu juste. Au début du XXe siècle, de nombreux restes des premiers hommes ont été découverts, tous en Afrique. Voici des preuves qui ont été trouvées après la mort de Darwin. À partir de 1924 environ, on a commencé à trouver des ossements fossilisés en Afrique. En voici un qui provient d'Afrique du Sud, qui, selon nos évaluations, a 2,75 millions d'années. Et il montre une étape de notre évolution. Darwin aurait été ravi de savoir qu'une chose pareille existe.
En effet, il s'agit d'un australopithèque, un hominidé qui marchait debout, mais avait encore un petit cerveau. Ce crâne ressemble beaucoup à celui d'un chimpanzé. C'est fou. Toujours en rapport avec les australopithèques, les hominidés, voici un pelvis, c'est-à-dire l'os du bassin d'un squelette qui a été découvert et qu'on a surnommé Lucie. Celui-ci est vieux de plus de 3 millions d'années. Et Darwin ne s'était pas trompé, parce qu'il pensait que la marche debout était apparue avant l'agrandissement du cerveau. L'étude du squelette d'un australopithèque a permis de confirmer l'hypothèse de Darwin selon laquelle les ancêtres des humains avaient marché sur 2 jambes avant de voir leur cerveau s'agrandir. L'australopithèque constitue une étape intermédiaire entre les anciens primates, proches des chimpanzés et des gorilles, et les humains. Examinons la proportion des bras et des jambes. Les premiers primates et le gorille ont de longs bras et des jambes courtes, mais les humains ont des bras plus courts et des jambes plus longues. Les proportions de l'australopithèque se rapprochent de celles des humains. Grâce à leurs longues jambes, nos ancêtres ont pu marcher debout. Mais leur cerveau est encore petit. Encore une fois, Darwin l'avait anticipé. Des découvertes plus tardives ont permis de se faire une idée plus détaillée de l'évolution. Chris improvise une frise chronologique qui va nous permettre de visualiser la chaîne de l'évolution. Tout ce qu'il nous faut, c'est un bâton et quelques dates clés. Disons qu'on démarre ici. Ça, c'est aujourd'hui? Oui. 1. 1 million d'années? Oui. 2. 2 millions d'années? Et 3. 3 millions d'années? On en fait encore un. 4 millions. 4 millions d'années. D'accord? Je trace une ligne dans le sable. Très bien. Ça, c'est moi. Ouais. Je me mets ici. D'accord. De nos jours. On recule dans le temps à partir de maintenant ou tu préfères qu'on commence par le début? Je préfère qu'on recule dans le temps. Très bien. Alors, voici notre frère d'évolution, le Néandertal. D'accord. Il n'a que 50 000 ans. On va le placer ici. Très bien. Le prochain objet est cette hache trouvée à Happisburgh, tout près d'ici, qui date d'il y a environ 500 à 700 000 ans. Donc on la place ici. Et on remonte 2 millions d'années en arrière, en Afrique, jusqu'au premier véritable humain, l'Homo erectus. C'est déjà un peu loin. Oui, le voyage dans le temps s'accélère. Voici le crâne d'un australopithèque, un hominidé qui a 2,75 millions d'années. Il vient d'Afrique du Sud. Et pour terminer, la hanche de Lucie, qui a plus de 3 millions d'années. Mais on a trouvé la preuve que des créatures marchaient debout en Afrique il y a 4 millions d'années déjà. Ça, c'est de l'arbre généalogique. Tu l'as dit. Et moi, je suis là. On avait commencé à découvrir des restes préhistoriques du vivant de Darwin, mais à l'époque, personne ne savait les interpréter. Entre-temps, le débat sur l'origine de l'homme s'était animé. Des théories opposées étaient publiées. Certaines allaient dans le sens de Darwin, mais d'autres mettaient encore en avant une mystérieuse qualité chez l'homme qui devait forcément être d'origine divine. Mais tous attendaient impatiemment la version de Darwin. Au début des années 1870, Darwin publie enfin ses 2 ouvrages de référence sur l'évolution humaine. Nous avons reconstitué un certain nombre de ses expériences et rappelé les conclusions qu'il en avait tirées. Darwin détaille toutes les preuves qu'il a rassemblées et qui indiquent que les humains et les singes ont un ancêtre commun. Plusieurs années auparavant, Darwin a dessiné un arbre généalogique schématisant l'évolution de la vie animale et végétale. Darwin sait maintenant que les humains ne sont qu'une petite branche du gigantesque arbre de la vie. Tous les humains appartiennent à une seule et même espèce, et nous avons un ancêtre commun unique qui est un singe primitif. Voici ce que Darwin appelle l'origine de l'homme. Par son travail extraordinaire, Darwin a changé à jamais la vision que l'homme a de sa place dans la nature. À l'âge où la plupart d'entre nous songeraient à prendre leur retraite, Darwin poursuit sans relâche ses investigations. Il ne cesse d'explorer le monde et les merveilles de l'évolution. Son insatiable curiosité le ramène une nouvelle fois vers son sujet favori,
le ver de terre. Il veut montrer comment ces minuscules créatures ont façonné le paysage anglais au fil des années et des siècles. Je retrouve encore une fois notre expert en vers de terre, j'ai nommé Kevin Butt. Encore et toujours les vers de terre? Encore et toujours. Si j'essaie d'enfoncer cette pelle, elle va s'arrêter à quelques centimètres de profondeur. Elle est stoppée par une couche de silex. Lorsque Darwin est arrivé ici, au milieu du 19e siècle, elle était à la surface. Il avait fait labourer le champ et les pierres étaient remontées à la surface. D'ailleurs, ses enfants le surnommaient le champ de pierre. Au bout d'une trentaine d'années, alors qu'il vivait toujours ici, il a remarqué que les pierres avaient disparu. Certaines d'entre elles avaient la taille d'un crâne d'enfant. Elles n'avaient pas disparu, elles avaient été ensevelies par les vers de terre. Par les vers de terre? Les chiffres avancés par Darwin sont stupéfiants. Selon lui, les lombrics déplacent des dizaines de tonnes de terre par an. Ils passent leur temps à charrier de la terre. Alors, tout comme Darwin, Kevin a placé ses pierres à la surface du champ et il va les observer durant les 30 prochaines années. C'est un projet ambitieux. C'est un projet aussi ambitieux que simple. En quelques semaines, le résultat n'est pas encore flagrant. Pas encore, non. Mais j'aimerais les revoir dans 5, 10 ou même 15 ans. Et j'espère que mes collègues les observeront par la suite. L'étude des vers de terre par Darwin révèle son extraordinaire vision du monde et sa capacité assez unique de nous montrer comment des changements minimes peuvent avoir au fil des ans des conséquences considérables. Darwin ne cessera jamais d'étudier l'évolution et 3 jours avant sa mort, il a commandé une nouvelle orchidée au Jardin botanique royal afin de l'étudier et de la disséquer. Charles Darwin meurt le 19 avril 1882, 40 ans après avoir emménagé ici à Down House, où il conduisit la plupart de ses remarquables expériences. Il avait souhaité être enterré à Down, dans le cimetière de la petite église du village, mais d'éminents scientifiques et les défenseurs de sa thèse ont exigé des funérailles en grande pompe à l'abbaye de Westminster. N'est-il pas ironique qu'un scientifique dont le travail a été considéré comme une menace pour la religion soit enterré dans une des plus somptueuses églises de notre pays? Je suis très admiratif du travail scientifique de Darwin, de la pertinence de ses observations et de sa théorie. Malgré tout ce qu'il a accompli, il nous reste encore tant de choses à découvrir sur l'évolution. Grâce à cette série, j'ai pris un plaisir fou à reconstituer les expériences ingénieuses de Darwin. L'évolution est un processus continu, et c'est maintenant à vous de vous mettre au travail pour devenir des apprentis Darwin. Megalab est une étude réalisée au Royaume-Uni. Elle vise à déterminer comment les changements climatiques influent sur une espèce animale en particulier. Pour cette étude, nous avons besoin de vous. Nous voulons enregistrer l'évolution de l'environnement et mesurer en quoi ces changements peuvent affecter les animaux. En l'occurrence, un escargot. Le professeur Steve Jones est l'un des plus grands généticiens de Grande-Bretagne. Il a consacré une grande partie de sa vie à l'étude des escargots. Ça va, Steve? Très bien. J'en ai déjà trouvé quelques-uns. Dites-moi ce qui vous fascine chez les escargots. Il se trouve que la coquille de ces escargots, leur couleur, leur motif, jaune ou rose, le nombre de rayures, sont contrôlés par différents gènes. Grâce à eux, on peut donc faire de la génétique sans le savoir. La diversité est incroyable. Ils sont tous de la même espèce? Même espèce, en effet. De quelle espèce? Sa désignation scientifique est Cepaea nemoralis, plus communément appelé escargot des bois. On le trouve un peu partout en Grande-Bretagne, mais en différentes variantes selon la région. Certains spécimens sont jaunes, d'autres roses, certains portent de nombreuses rayures, d'autres moins. De nombreuses études recensent les différents types de coquilles, les premières datant de 1920.
Mais la campagne anglaise a beaucoup changé depuis que ces premières études ont été menées. La distribution des variétés d'escargots a changé. Megalab a pour ambition de les lister. Le principal facteur de ce changement tient aux prédateurs. Le principal tueur d'escargots est la grive musicienne. Mais pour les tuer, la grive doit pouvoir distinguer les escargots. C'est pourquoi leur coquille fait office de camouflage. Les scientifiques ont déterminé que les coquilles les plus foncées sont plus courantes en forêt, où l'environnement est le plus souvent brun. À l'inverse, les escargots de prairie sont souvent plus clairs, plus jaunes et plus rayés pour passer inaperçus dans leur habitat verdoyant. Steve Jones ne tarde pas à retrouver une scène de crime, témoignage de l'activité des oiseaux. On peut constater la violence de leurs attaques sur les escargots en observant ce qu'on appelle l'enclume de la grive, que voilà. Et ici, les cadavres des escargots massacrés sans pitié. Apparemment, elle s'est offert un vrai festin. Oui, elles attrapent l'escargot par la coquille et le fracassent sur une pierre. On retrouve ensuite les débris des coquilles. Un escargot visible se fait dévorer. En théorie, oui. Il y a 50 ans, c'était clairement déterminant. Mais depuis que la population de grives a diminué de façon spectaculaire, on peut se demander si c'est toujours vrai. Steve veut recruter le pays tout entier pour cette étude. Son objectif est de déterminer en quoi la baisse de la population de grives musiciennes a influé sur la répartition des escargots. Une étude aussi vaste peut aussi nous aider à déterminer si la répartition des escargots a changé pour des raisons autres que climatiques. Voilà ce qu'il faut faire. Ramasser des escargots, noter où vous les avez trouvés et comptez-les en fonction de leur couleur et de leur rayure. Celui-ci en a 5, celui-là en a 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas de remettre les escargots où vous les avez trouvés, puis d'enregistrer les résultats de vos recherches sur le site web de Megalab qui vous expliquera également comment reconnaître ces escargots. En contribuant à cette étude, vous vous rendrez utile et vous pourrez constater par vous-même que l'évolution est en marche, même dans votre jardin. Comme moi, vous pourrez vous imaginer que vous êtes un apprenti Darwin.